Bonjour tout le monde, Sébastien Saint-Pierre avec vous aujourd'hui dans la quotidienne de la vie agricole. Mes acolytes pour aujourd'hui, M. Michel Saint-Pierre et bien sûr M. Yannick Patelli. Messieurs, bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel et bonjour M. Legault d'être à nouveau avec nous aujourd'hui dans la quotidienne. En fait, on va parler évidemment des producteurs de grains. Vous en êtes le directeur général. Et en fait, on va probablement parler dans la suite de l'émission tout à l'heure d'un mémoire que vous avez déposé dans le cadre des consultations publiques sur la stratégie gouvernementale de développement durable pour les 5 prochaines années. Dans un premier temps, on va peut-être faire le tour un petit peu d'une lettre ouverte que votre président Christian Verbeek a signée ces derniers temps. On pensait d'ailleurs peut-être pouvoir lui parler aujourd'hui. J'ai cru comprendre que l'emploi du temps de votre président était un peu chargé et qu'on a fait affaire à vous, mais c'est parfait. Là, vous dites vous, les producteurs de grains du Québec, dans cette lettre, vous faites état de la récession, des changements climatiques, de l'inflation, des conflits qui perdurent, entre autres en Ukraine, d'une crise alimentaire mondiale qui est quasiment déclarée par l'ONU. Et la question qu'on avait envie de vous poser, c'est parallèlement, on parle avec des producteurs sur le terrain qui nous disent que les prix à la tonne s'envolent un peu, mais vous demandez quand même un soutien au gouvernement du Québec, déjà pour 2023-2024, parce qu'il y aurait beaucoup de concurrents subventionnés dans d'autres pays. En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que si on ne fait pas appel au gouvernement, on risque de perdre des parts de marché pour ce qui concerne la production du Québec? Bien, de notre point de vue, l'enjeu de la compétitivité se présente, en fait, le mot lui-même signifie d'être dans une position le plus égalitaire possible avec nos compétiteurs. Nonobstant de la situation économique, les marges, il y a un enjeu où un pourrait, par exemple, supplanter l'autre parce qu'il a des avantages particuliers dans son coin de pays. C'est un peu comme ça qu'on l'exprime. C'est-à-dire, on sait que les marges dans le secteur des grains sont dans une période de l'histoire où elles se sont améliorées, elles sont bonnes. Je voudrais que c'est vrai pour la production de maïs, soya, blé, pour les régions centrales. Bon, l'histoire est peut-être un petit peu est un peu différente peut-être pour les régions plus éloignées, qui s'appuient principalement sur les céréales à paille. Mais l'enjeu de compétitivité, c'est d'avoir aussi des outils qui nous permettent de rassurer les producteurs. Les producteurs vont en faire des investissements à long terme. Ils veulent un peu être rassurés sur leur capacité au cours des prochaines années à pouvoir compétitionner les produits étrangers qui arrivent sur nos marchés, aussi des produits de nos concurrents qui arrivent sur nos marchés d'exportation ou sur nos marchés domestiques. Donc oui, les prix sont bons. Bon, les coûts de production ont augmenté aussi de 25-30%. Les marges restent bonnes, mais en même temps, si mon compétiteur américain a une bonne marge comme la mienne, mais que parallèlement, il a accès à des programmes, de solides programmes de soutien, soit de soutien de base ou de soutien en agro-environnement, bien, évidemment, à terme, ça peut créer une distorsion qui joue contre le producteur de grains québécois. C'est un peu comme ça qu'on l'exprime quand on en parle de cet enjeu de compétitivité. C'est pas nécessairement demain matin, mais c'est de s'assurer de maintenir cette compétitivité-là pour les 5-10 prochaines années. Donc, ça demande d'être planifié puis de s'assurer que les outils sont là pour c'est de planifier pendant que ça va bien. Alors, en fait, parce qu'on s'entend que le gouvernement doit avoir des demandes de pas mal de secteurs. Il y a des secteurs un petit peu plus en péril. On pense au porc actuellement, qui est un peu en grande difficulté. J'imagine que le gouvernement, quand il fait ses choix, puis Michel est là comme sous-ministre, donc il a vécu ça à plusieurs reprises. Michel, j'imagine que quand le gouvernement reçoit des demandes comme ça, est-ce qu'il évalue en fonction des secteurs les plus en difficulté ou en fait il se dit, des fois, il faut mieux aider aussi le secteur qui justement va bien pour continuer que ça aille bien? Ouais, pour être franc, c'est beaucoup plus quand ça va mal que l'intervention. L'idée de prévoir ou d'anticiper
c'est pas véritablement ce qui est, on dit, le principale motivation des interventions gouvernementales. Parce qu'elles sont d'abord financièrement difficiles à avoir. Pour avoir été sous-ministre, je veux dire qu'aller chercher des budgets additionnels, c'est une démarche assez lourde. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas aller dans le sens de prévoir. On en parle très, très souvent, d'avoir une vision à plus long terme. Mais la réalité budgétaire ne nous amène pas nécessairement là. C'est un peu... c'est toujours comme le vieil adage, la roue qui crie que l'huile. Ouais. Alors justement, parlant de budget, Monsieur Legault, dans cette fameuse lettre que vous avez écrite, qu'on a publiée d'ailleurs sur notre site, sur la crise alimentaire mondiale, les producteurs de grains du Québec demandent des mesures de soutien à la compétitivité dans le prochain budget du Québec. Vous dites avoir fait des recommandations budgétaires qui ont été acheminées au ministre Girard. Vous clarifiez évidemment vos besoins, puis ça cible des actions. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les grandes lignes en fait, de ce que vous avez demandé au ministre Girard et quelles sont les actions ciblées? En fait, ce sont des principes qu'on met de l'avant. C'est des... comme M. Saint-Pierre l'a expliqué, il y a une façon de fonctionner au niveau gouvernemental, mais ce bout-là nous empêche pas d'exprimer comment on voit l'enjeu pour le secteur. C'est ce qu'on fait un peu lors des annonces prébudgétaires. On pense que c'est important de rappeler au gouvernement quelles sont les attentes et besoins du secteur. On essaie peut-être de développer ou d'amener le gouvernement à penser à des nouvelles approches. On sait qu'une approche long terme serait probablement préférable dans la planification du soutien. Et quand on parle de soutien, on l'exprime toujours au sens général, c'est-à-dire pas seulement un soutien économique, ça peut être un soutien d'un point de vue de la gestion réglementaire, un soutien d'un point de vue d'accompagnement des producteurs, un soutien... alors, c'est assez général comme principe. Je vous cache pas qu'il y a toute la notion du soutien financier. Dans le cas des principales productions de grains, comme le maïs et le soya, dans les régions plus centrales, un des grands défis, c'est de poursuivre sa croissance, sa productivité dans un cadre durable. Donc, nous, on veut miser sur une croissance durable de ce secteur-là. Puis pour y arriver, c'est sûr qu'il y a un enjeu d'avoir les ressources adéquates en matière de soutien en agro-environnement, que ce soit de la recherche, que ce soit du transfert, d'accompagnement des services conseils ou de la rétribution. On pense que les outils, le coffre à outils, je viens de vous le présenter. On pense que la réglementation n'est pas nécessairement la meilleure option. Donc, c'est exprimé un peu dans ce cadre général-là. Nous, on est quand même conscient que certains pays, comme l'Union européenne et les États-Unis, ont décidé d'investir beaucoup là dans le soutien en agro-environnement. D'ailleurs, l'administration Biden a annoncé une énorme enveloppe dans le cadre de sa loi sur l'inflation, dont une section portait sur les enjeux agro-environnementaux et dédiait 20 milliards de dollars pour, je sais pas, 3, 4, 5 ans pour bonifier ces programmes en agro-environnement. Comme vous le savez, les États-Unis investissent déjà, bon an, mal an, 5-6 milliards dans des programmes agro-environnementaux. Cette annonce-là ajoute un autre 4-5 milliards à ce montant-là. Donc, on se retrouve à des niveaux de soutien, par exemple, en agro-environnement, qui sont passablement plus élevés aux États-Unis qu'ici. Alors, notre demande, c'est un peu ça, c'est-à-dire dans une perspective de compétitivité et que le développement des entreprises en production de maïs et de soya doit se faire dans une perspective de productivité, mais aussi de croissance durable. C'est important d'avoir un soutien similaire à nos concurrents pour relever ce défi-là de poursuivre l'amélioration des pratiques et même peut-être de l'accélérer. M. Legault, il ne faudrait pas non plus prendre ce que j'ai mentionné comme réponse. Je répondais à la question de Yannick, me demandait comment ça se passait, mais ce que vous mentionnez là m'apparaît tout à fait souhaitable, puis le moment est bien choisi, à mon avis, pour avoir véritablement une vue beaucoup plus large, une vue d'avenir, si on veut. Là. On est dans une
une période que j'appellerais un peu de transition en matière environnementale et tout ce qui s'appelle également changement climatique. Donc, il faut avoir cette vision des années à venir et non pas uniquement une stratégie ou comme on dit, des interventions à très court terme. Alors, je pense que j'abonde tout à fait dans le sens et je dirais que c'est, en termes gouvernemental, le moment est bien choisi maintenant pour avoir ce genre d'approche qui est beaucoup plus de type préventive, de type transition vers une agriculture plus durable. Alors, on va de toute façon parler d'agriculture durable dans la deuxième portion de l'émission aussi, en lien avec le mémoire que vous avez déposé dans le cadre des consultations publiques. Peut-être dans la lettre, en fait, la lettre d'opinion, en fait, signée par votre président, M. Overbeck aussi, un point important, peut-être nous en parler, vous soulignez, en fait, dans ce courrier-là, en fait, l'importance d'un partage équitable des sommes entre les régions du Québec. Alors, vous rappelez d'une part que le gouvernement s'était engagé pendant la dernière campagne électorale d'injecter, je pense de mémoire, 50 millions de plus dans votre secteur. Mais vous parlez de l'importance d'un partage équitable de ces sommes-là dans les différentes régions du Québec. Ça veut dire quoi exactement? Parce que je n'ai pas trop saisi, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des régions qui nécessitent, évidemment, à cause des productions qui sont plus importantes en grande culture, auraient besoin de plus que d'autres? En fait, on le soulevait, en fait, le 50 millions fait référence, justement, puis on revient souvent à ce sujet-là qui est assez central au Québec. Le 50 millions faisait référence à l'annonce gouvernementale durant la campagne électorale de bonifier l'initiative ministérielle en rétribution des pratiques agro-environnementales de 50 millions. Comme vous le savez, ils ont déjà investi 56. Il y a eu une annonce avant la campagne électorale pour ajouter un 29 qui, est toujours dans les cartons, mais pour lequel on attend le déploiement. Mais pendant la campagne électorale, il y a eu un autre 50 millions. Il fait référence, puis maintenant qu'il s'est annoncé, c'est sûr qu'on va le réitérer à chaque fois qu'on va se présenter à une table ou auprès des médias, disant que, le gouvernement, dans sa vision, qu'on appuie, c'est-à-dire un soutien de plus en plus important à l'agro-environnement, a quand même décidé d'ajouter un autre 50 millions dans son initiative ministérielle concernant les pratiques agro-environnementales et leur rétribution. Donc, ça fait référence à ce 50 millions qui a été annoncé, qu'on réitère au gouvernement de ne pas oublier. Pour nous, c'est sûr qu'on souhaiterait qu'ils le mettent en place le plus tôt possible, parce que le gouvernement a une vision différente, c'est-à-dire qu'il se donne encore du temps pour l'ajouter, compte tenu, qu'il y a encore 3 ou 4 ans là, devant lui pour pouvoir donner vie à son engagement électoral. Pour la notion des régions, en fait, c'est la notion du partage équitable. Ça se traduit comment? Oui, c'est ça. La dernière, le premier volet de l'initiative en rétribution des pratiques agro-environnementales offrait des montants différents à certaines régions par rapport aux régions centrales. Le gouvernement nous a expliqué que ces sommes-là visent principalement à relever des défis reliés à l'environnement et que ils recherchent une certaine optimisation de l'impact des investissements et que pour eux, ces investissements-là devaient être plus importants dans les régions centrales parce que l'enjeu ou la taille de l'empreinte écologique à améliorer est peut-être plus important en Montérégie. Donc, il y a eu une approche où il y avait des montants pour le même genre de services, si on peut appeler ça comme ça, là, qui étaient offerts dans le programme. On offrait des montants différents aux producteurs des régions versus les régions centrales. Alors nous, on pose la question au gouvernement à chaque fois, puis on le mentionne dans nos documents, à l'effet qu'il faudrait rechercher une plus grande forme d'équité avec les régions quand on offre des programmes comme celui-ci. Parce qu'ils ont des défis à relever en région, il y a des fermes spécialisées, ils ont des cultures qui ont aussi une empreinte écologique. Et ces régions-là, évidemment, veulent relever le défi parce que, en même temps, on en parle comme un enjeu de confiance du public, de maintenir notre droit de produire, d'être en accord avec le mouvement sociétal qui est en place. Mais c'est aussi beaucoup un enjeu de marché. Nos grands marchés, nous, on est très présents dans les organisations canadiennes, nous envoient beaucoup de signaux à l'effet que des marchés importants où on fait affaire au Québec, envoie le signal qu'il faudra dorénavant avoir des pratiques qui respectent
un certain cadre, et puis qu'il faut que nos fermes qui soient au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou Montérégie, il faut qu'elles soient prêtes à atteindre ces standards-là lorsqu'ils seront pleinement en place là, dans ces pays, ces marchés d'exportation. Alors justement, M. Legault, l'agriculture durable, ça va être le sujet après la pause. On va tout de suite à une pause publicitaire entre deux. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. Écoutez-nous tous les jours sur les ondes de Choc 88.7 dans Portneuf et la Mauricie, CL 103 à Rivière-du-Loup, CFYX 93 à Rimouski, Choc 97.5 à La Pocatière, Siki 90.3 à Montmagny, Cool 103.5 en Beauce, 96.7 à Coaticook, 103.7 à Actonville, 101.9 à Chypre et Pontiac, CJVD 100.1 à Vaudreuil-Dorion, 97.1 à Nissiping-Ouest, 98.9 à Sudbury et au 104.1 à Timmins. De retour ici dans la quotidienne de la vie agricole. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre, toujours avec mes acolytes, M. Michel Saint-Pierre et M. Yannick Patelli. Notre invité, M. Benoît Legault. Alors, M. Legault, merci d'être avec nous. On parlait tout à l'heure, évidemment, de... Je ne sais pas si Michel veut réagir sur l'équitabilité des régions. Simplement, je me dis, les régions sont tellement différentes, si on compare, par exemple, les régions centrales qui sont en production, je dirais, en production dominante de maïs grain, soya et d'autres, mais qui ont cette possibilité-là, et les régions, appelons-le, disons, périphériques, qui n'ont pas cette possibilité-là et qui sont en céréales à paille. Elles ont probablement des problématiques assez différentes en matière environnementale. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça nécessite des mesures différentes aussi? Oui, en fait, c'est sûr que l'enjeu dans les régions est un peu différent, quoiqu'ils implantent graduellement de plus en plus les cultures principales, que sont le maïs et le soya. On voit du maïs soya au Témiscamingue, on en voit au Lac-Saint-Jean, on en voit dans l'Est du Québec. Mais les autres cultures en elles-mêmes présentent aussi. Je pense que malheureusement, on doit vivre avec ça. La plupart des activités humaines, on a une empreinte écologique. La production de nourriture en a une, certainement. Que ce soit du maïs ou du soya ou des céréales à paille, on utilise des intrants. C'est toujours pas facile d'avoir une utilisation équilibrée en fonction des besoins de la plante, à cause du climat. Et donc, il y a nécessairement, même au nord du Québec, disons, appelons les régions comme ça, des enjeux d'empreinte écologique et ils ont eux aussi le souci d'améliorer les choses parce que ça leur est demandé dans leur région aussi d'un point de vue social, comme ça leur est demandé aussi sur certains marchés. Les céréales à paille utilisent de l'azote, les céréales à paille utilisent des pesticides.
on a le réflexe de penser que l'enjeu de conservation des sols est un peu différent, moins d'enjeux de compaction compte tenu qu'ils font moins de culture en rang puis qu'ils récoltent moins tard. Mais je pourrais vous dire que même pour la céréale à paille, ça peut arriver qu'on récolte trop tard et qu'on fasse pas dans des conditions optimales puis que ça a un impact sur la santé des sols. Donc, ils ont aussi leur propre particularité. Et une des particularités, c'est que ils ont aussi des fermes mixtes. Donc, la production de grains en région se fait aussi en ferme mixte. Il y a des fermes spécialisées, mais se fait aussi sur des fermes mixtes. Et les fermes mixtes ont peut-être plus de possibilités en matière de rotation, justement, pour relever le défi. C'est un peu là où j'en étais. Je me disais, bon, les fermes mixtes, qui sont plus dans ces régions-là, ont la possibilité d'introduire des productions en rotation, des cultures en rotation. Ça peut se faire également, malgré tout, des régions centrales. Il serait peut-être souhaitable aussi qu'il y ait l'introduction de nouvelles cultures ou de cultures que des gens en particulier ne font pas dans un système de rotation. Pour des raisons, justement, Mais d'ailleurs, j'allais vous dire, M. Legault, justement pour parler du mémoire que vous avez déposé dans le cadre des consultations publiques qui s'intéressent à l'agriculture durable, quand vous donnez en fait des recommandations ou des lignes de conduite un peu, je pense que on voyait à page 18, vous dites développer des programmes intégrés de préservation, d'amélioration de la santé des sols, touchant notamment culture de couverture, rotation, travail réduit du sol, semi-direct, drainage. Donc en fait, les PGQ, ce que je comprends, c'est que vous êtes en faveur des rotations de culture. Donc, je pense qu'on a perdu monsieur Legault qui a quitté effectivement dans le Zoom directement. Ah, il a quitté dans le Zoom. Bon. On s'arrête pour une pause? On s'arrête pour une pause. On revient. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette quotidienne, nous étions avec Benoît Legault, directeur général des producteurs de grains du Québec. On a parlé évidemment de la lettre d'opinion que son président Christian Verbeek a signée il y a quelques jours sur la crise alimentaire mondiale. On commençait à développer autour du mémoire qu'il vient de déposer dans les cadres des consultations publiques où les PGQ semblaient être en faveur d'une certaine agriculture durable, puisqu'on voit dans le rapport, la question qu'on posait justement à M. Legault tout à l'heure, vous êtes en faveur des cultures de couverture, des rotations, du travail réduit au sol, etc. Et Michel, je pense que la question que toi tu te demandais, c'était à savoir est-ce que c'était des choses aussi qu'il fallait appliquer dans toutes les régions du Québec. Oui. Mais sauf qu'on a perdu M. Legault, je pense qu'on a eu un problème d'Internet. Hein, c'est ça, Sébastien?
Non, en fait, j'ai l'impression que c'est du côté plus de M. Legault, mais bon, du moins... Du moins, il n'est plus là. Mais en tout cas, pour cette question-là que je lui posais, on retrouve quand même la réponse dans le mémoire qu'ils ont présenté lors des consultations publiques sur la stratégie gouvernementale de développement durable. On le retrouve assez rapidement. Et je pense que peu importe qu'on soit dans les régions centrales ou dans les régions périphériques, la question d'introduction de culture de rotation devient une solution partout. Là, hein. Et je crois également qu'on vient de retrouver M. Legault ici, directement sur Zoom. M. Legault, vous êtes de retour? M. Legault, est-ce qu'on vous entend? Donc, malheureusement, j'ai l'impression que c'est un faux espoir. C'est un faux espoir. Mais en fait, parce que la question... Alors, on le retrouve ça. Mais on retrouve ça dans le rapport. Mais moi, là, en fait, la question que j'aurais posée à M. Legault, s'il était encore avec nous aussi, c'était en fait un peu ce changement de garde, parce qu'en fait, les producteurs de grains du Québec ne sont pas perçus dans un premier temps comme étant les grands défenseurs de l'agriculture durable. Mais là, on voit dans ce rapport déposé qu'il y a une réelle prise de conscience, on va dire. Ça peut être vu comme ça. Ben, ils sont face à des enjeux publics et un peu partout, c'est un peu la même chose. Bon, il y a eu des commissions parlementaires sur les pesticides qui ont... à laquelle tu as assisté d'ailleurs avec Guy Debaillel. Oui, absolument, où on a présenté, plus qu'assisté, on a présenté un mémoire, nous aussi, pour lequel il y a un consensus là-dessus sur trouvons des façons de réduire l'utilisation. Bon, pour certains, c'était complètement sabré dans le domaine, puis de plus en plus utilisé, mais je pense qu'un consensus plus large allait vers une utilisation plus réduite, mais en ayant des solutions agronomiques qui sont connues. Un équilibre dans l'utilisation, en fait. Un équilibre dans l'utilisation. Et les PGQ sont dans cette veine-là aussi, tout à fait. Ils sont là. Leur mémoire traduit bien ces intentions-là et celui de rechercher une utilisation moindre de fertilisants azotés qui sont en apport par rapport à la recherche de solutions azotées par un meilleur contenu en matière organique dans le sol. Alors, c'est un peu ça le chose. La matière organique favorise l'absorption par les plantes de l'azote. Alors, on dit, donc, trouvons des façons. Et les façons de faire sont des plantes qui permettent de la fixation de l'azote, par exemple, dans le sol. Et rappelons que les producteurs de grains, dans le rapport déposé, nous expliquent en fait qu'ils représentent 14,6% du total des recettes de l'agriculture en 2017. Là, c'est un rapport ça fait rapport à des chiffres de 2017. Et qu'ils sont le troisième secteur agricole en importance au Québec. Oui, mais j'ajouterais aussi qu'ils les occupent, ce sont leur propre chose, puis je pense qu'on l'a souvent dit, la moitié, 50% à peu près, du territoire exploité, du territoire agricole en production. Mais d'où 1 million d'hectares, grosso modo, là, c'est 900 quelques mille, mais presque 1 million, sur un 2 millions qui est à peu près, bon an, mal an, la superficie en exploitation en agriculture au Québec. Ouais. D'où l'importance de la rotation des sols, parce qu'en fait, souvent, on a souvent entendu dire au Québec, dans les 15-20 dernières années, que les grandes cultures, c'était beaucoup ce maïs-soya, voilà. Et il n'y avait pas beaucoup de rotation. Bon. Là, il semblerait que tout le monde aujourd'hui est en train de parler de rotation. Il y a un changement qui s'opère, effectivement. On le constate. Et c'est une bonne nouvelle. Donc, les changements qui s'opèrent, on rencontre, parce qu'on en a eu, nous, en ce qui concerne, par exemple, le blé raisonné, on a rencontré des gens. Bon, voilà, une production dans la même région qui devient de plus en plus importante. Bon, tranquillement, il y aurait de la place certainement pour les légumineuses, notamment toute la famille des pois et haricots, qui est en croissance importante au niveau de la demande, de la consommation, qui fait partie également des recommandations de la... comment est-ce qu'on appelle? L'assiette ou la stratégie alimentaire canadienne, oui. La stratégie alimentaire canadienne. La stratégie alimentaire canadienne, dans laquelle, bon, les protéines
on recommande qu'ils de plus en plus viennent par des plats. Donc, on parle du guide alimentaire canadien à ce moment-là. Voilà, je cherchais le terme. Sur ça, messieurs, ça a été une émission, je pense, qui un petit peu de tout qui est arrivé. Un Zoom qui lâche Internet des problèmes. Mais bon, je crois qu'on a été capable de venir chercher la majeure partie de l'information. En mon nom, au nom de la vie agricole, je désire vous souhaiter de passer une agréable journée. C'était Sébastien Saint-Pierre, Yannick Patelli, Michel Saint-Pierre et notre invité, M. Benoît Legault, qui malheureusement nous a quittés dû à des troubles informatiques. Bonne journée à tous. Merci.